Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Foot. Au sommaire aujourd'hui, le Real est-il toujours un candidat crédible au titre? Tuchel, la bonne solution pour Chelsea? Et enfin, la tension monte à l'OM. Critique Foot, c'est parti. On va prendre la direction de l'Espagne et la question qu'on se pose tous, est-ce que le Real de Madrid est redevenu un candidat crédible au titre? Pour cela, Valentin. Bah écoute, c'est comme avec le Barça la semaine dernière, je pense que c'est un peu grillé, étant donné qu'on en avait parlé avec Alisson là en début, enfin en off, que l'Atlético Madrid avait un match de retard, donc ça joue beaucoup. Ils ont 7 points d'avance, et donc s'ils gagnent leur prochain match, je sais pas c'est contre quelle équipe d'ailleurs, ça fait 10 points d'avance déjà. Et étant donné que l'Atlético Madrid sont dans une bonne lancée, je les vois pas flancher, le Real Madrid, ils ont plus cette saison l'habitude de perdre contre des petites équipes. Et je pense que pour être champion dans n'importe quel championnat, il faut être régulier. Et justement, contre ces équipes-là, en Espagne, il y a quand même pas mal d'équipes, surtout cette saison. Des petites équipes, des Alaves, des Real Sociedad, tout ça, qui ont les moyens de titiller les gros. Et encore plus quand tu vois que le Real et le Barça sont en difficulté. Donc en plus, je trouve que la transition entre, comme le Barça, il y avait la grande ère du Barça avec Xavi, Iniesta, tout ça. La transition a été difficile. Là, au Real, il y a quand même des cadres qui sont restés, mais au niveau des recrutements, c'était pas ça. On a vu Jovic qui est reparti en prêt à Francfort, et on a vu aussi Hazard qui était en surpoids entre parenthèses. Et évidemment, enfin, ça fait quand même beaucoup de joueurs en surpoids entre Harden au basket, Payet en Ligue 1, bref. Mais non, mais pour tout ça pour dire que je trouve ça compliqué. En plus, après, il y a juste un truc que je pourrais dire qui peut être en leur faveur, c'est qu'ils ont été éliminés de la Coupe du Roi et ils ont perdu en Super Coupe d'Espagne. Bon, ça c'est juste un match, mais juste pour dire qu'en fait ils peuvent complètement se focaliser sur le championnat. Après, il reste bien évidemment la Ligue des Champions, mais je pense que ça sera pas pour eux cette saison en tout cas. Alisson, dans ce qu'il vient de dire, Valentin, il a souligné pour moi quelque chose qui est important. Le Real de Madrid a laissé beaucoup de points passer cette année pour être un candidat crédible au titre. On voit bien l'Atlético a distancé le Barça de 10 points. Le Real, je crois, de 7 points aussi, je crois. Le Real est à 40 points et Atlético à 47. 47, c'est ça, avec un match en moins, comme tu l'as dit. On a souvent enterré le Real Madrid cette saison. On l'a enterré déjà en première milieu alors, au milieu de la première partie de cette saison, je vais y arriver, et on voit que le Real est toujours là. On voit que le Real est quand même deuxième de cette Liga, et le Real sait faire face et sait faire surtout le dos rond dans cette Liga, surtout avec Zidane comme entraîneur. Donc moi, j'y crois, parce que 10 points à ce stade-là, quand même, ça peut être rattrapable. Alors oui, je te l'accorde, l'Atlético, c'est quand même l'équipe la plus solide, l'équipe qui a l'effectif le plus pléthorique, je pense que ce soit le 11 ou alors en tant que sur le banc. Mais je dis pourquoi pas. 10 points, ça va vite. Il reste pas mal de matchs encore cette saison. Il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. Il ne faut jamais enterrer Zidane. Surtout, c'est ça, c'est ce qu'il faut souligner. 10 points, mine de rien, ça va vite, c'est pas grand on chose. a un Real Atlético, voilà. je crois, fin février. Exactement, donc c'est déjà potentiellement 3 points pour le Real Madrid ou pour l'Atlético. Entre-temps, ça peut lâcher quelques matchs nuls. Il y a la Ligue des Champions aussi entre-temps. Donc ça peut être jouable. Alors ça va être très difficile, certes, mais ça peut être jouable pour le Real Madrid en tout cas. On va voir à l'écran le tableau des rencontres du Real de Madrid qui vont affronter. On voit pas assez. C'est un peu petit, mais c'est pas grave. Petit. Ouais, c'est hyper petit, mais c'est pas grave. Mais on voit bien que le Real a un calendrier favorable en sa faveur, ce qui joue en sa faveur. Mais de toute façon, ils ont pas le choix d'avoir un bon calendrier parce que dans tous les cas, non mais si déjà qu'ils sont en difficulté en termes de points au classement et qu'après on leur met un mauvais calendrier, bah c'est des bâtons dans les roues déjà. On leur met, c'est pas eux qui choisissent. Mais exactement. voilà. Mais j'ai envie de souligner encore une autre chose, c'est qu'on a pu remarquer cette saison le Real de Madrid face aux petits clubs, ils avaient beaucoup de mal. C'est ça.
c'est le gros défaut du Real cette saison, c'est que ça a perdu beaucoup de points contre les gros et ça a gagné contre le Barça, ça a gagné contre l'Atlético quand ils étaient dos au mur justement. Au moment où J'en on remettait en parlais question le poste de Zidane, et je exactement. pense qu'on l'a fait au moins 7-8 fois cette saison, et à chaque fois, Ils À ont chaque gagné, fois. non mais ils ouais, ont gagné dans la semaine décisive. C'était la semaine où ils affrontaient d'abord en Ligue des Champions, où ils étaient avant-derniers et il fallait Ils étaient dos au mur, hein. c'est ça, ils étaient dos au mur et il fallait revenir dans les premières places pour pouvoir se qualifier. Ils ont fini premier, donc là quand même ça donne le ton. Et ensuite ils sont partis gagner contre l'Atlético Madrid 1-0. Donc voilà, on sait que ce Real perd beaucoup de points face aux petits, mais c'est gagné contre les gros aussi. mais ça me fait penser un peu à Solskjaer avec United Avec United. qui était critiqué à chaque fois et finalement qui fait du bon boulot aujourd'hui. Mine de rien, la carrière d'un coach, ça se joue à rien. Et Zidane, dans les grands moments, comme tu as dit, et dans les grands rendez-vous, dans les grands rendez-vous, entre guillemets, quand on lui a mis la pression, il a répondu présent. Et ça, c'est le plus important. Après, le plus important, mais si on perd après des points dans des matchs où il faut pas perdre de points, c'est ça le souci. Il Surtout faut plus perdre. quand c'est le Real Madrid. Donc, mais moi, en tout cas, après, en toute honnêteté, je pense que cette saison, c'est mort. Comme la semaine dernière, on va rester sur sur la même construction. Je pense que l'Atlético, à partir du moment où, pour moi, quand je vois cette équipe qui est aussi bien solide défensivement, qui a pris que 6 buts depuis le début de Très la costaud. saison, qui est très bonne offensivement, avec Suarez, Joao Félix et d'autres. Et Real Madrid, c'est comme beaucoup d'équipes qui ont de bonnes individualités, hein, une somme d'individualités, mais qui n'ont pas de collectif rodé. Et pourtant, Zidane, en termes tactiques et d'organisation, il est très très bon. Après, il y a des hauts et des bas hein, dans une carrière, donc c'est Mais normal. on voit bien là, Zinedine Zidane, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a été mis en danger, il a toujours réussi à retourner cette situation. Alisson, Il a toujours réussi il a cette faculté, hein. et avec les joueurs qu'on critiquait. On a dit que son équipe était vieillissante, on a dit que Zidane ne savait pas innover. Et finalement, il a gagné avec qui? Il a gagné avec Modric, il a gagné avec Kroos, il a gagné quand il a mis parfois C'est surtout l'été dernier, il a pas pu acheter. Ouais, recruter c'est exactement vrai. parce que ça Ça, c'est faisait un problème. partie de la politique du Real Madrid qui prépare, on l'a dit dans cette émission, un nouveau stade qui prépare Des probablement nouveaux transferts. l'arrivée de Kylian Mbappé. Haaland, Donc voilà, peut-être aussi. c'est aussi Haaland. Alaba. Ça, on Il y en a verra. plusieurs. À la bas potentiellement, mais ça dépend du départ de Ramos ou pas. Donc on sait que le Real Madrid a ils ont un projet futur, donc ils n'ont pas recruté. Mais Zidane a su faire avec l'effectif qu'il avait. Mais Son d'ailleurs, effectif si on vieillissant. doit comparer la viabilité des projets enfin, entre le Barça et le Real Madrid, moi, le Barça, par exemple, ça me fait très très peur, financièrement et même sportivement. Surtout Par exemple, on sait que financièrement, Messi là. va partir et que ça fait des années que le collectif tourne autour d'un joueur, le Real Madrid, pas forcément. On a vu Ouais. quand Ronaldo était parti, ok, il n'y avait plus de Ligue des Champions, mais on a vu que quand même, il n'était pas forcément indispensable, même si c'est un joueur hyper important dans un effectif. Ce que je veux dire, c'est que Messi et le Barça, ça ne fait qu'un. Et en dehors de ça, financièrement, je pense que pour Surtout. le Barça, c'est plus d'1 milliard de dettes. Le, Dont quasiment le Real 500 Madrid, 000 à... 200 000. Et- C'est Un ça, milliard donc de dollars. quasiment 500 000 à rembourser à court terme. Exactement. Donc, faut se presser. et le Real Madrid, financièrement, c'est moins problématique et ils font tout pour ne pas être dans dans une situation similaire au Barça, en tout cas. Donc je pense que le Real, en termes de projet long terme, gère mieux les choses. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît pas le Real Madrid d'il y a quelques années, mais moi, je ne m'inquiète pas pour le futur, en tout cas. Si on me pose la question pour le Barça, par contre, là, je m'inquiète. Ah, c'est sûr. J'ai une question à vous poser pour finir. Le rôle de Florentino Pérez dans tout ça. Parce qu'on voit, il met beaucoup de pression à Zidane. On ne sait pas si c'est pour essayer de voir comment il va réagir, mais à chaque fois, Zidane. Mais de toute façon, Florentino Pérez, il a toujours une bonne relation avec Zidane. Et il en a voulu à Zidane quand il est parti du Real Madrid. Après, il y avait une fin à tout. Et c'est vrai que c'était compréhensible. Après 3 Ligues des Champions, on a envie de repartir sur une bonne note. Et j'ai été étonné d'ailleurs de voir Zidane revenir dans ce club. Ouais, Moi, je le voyais plus tout ça. revenir à la Juve pour En refaire Italie. voilà, Tout le son monde, ancien club. s'attendait justement C'est à ça. Et justement, moi je pensais que Florentino Pérez allait avoir de la rancœur envers Zidane par rapport à son départ précédent. Finalement, il l'a accueilli à bras ouverts à nouveau. Et moi je pense que quand on voit encore Zidane sur le banc du Real Madrid avec tous ses problèmes depuis le début de la saison, ça montre la confiance que Florentino Pérez a envers Zidane. Et moi je pense très clairement que Florentino Pérez sait, malgré les difficultés, sait que Zidane
c'est une valeur sûre. Et que ce soit aujourd'hui et pour demain aussi. Mais totalement, mais la vraie pression, c'est pas Florentino Pérez qui la met à Zidane, c'est tout ce qui se passe autour, c'est plus la presse madrilène, c'est plus Il pousse beaucoup, et c'est ça, c'est plus la presse madrilène, c'est plus les supporters du Real Madrid qui mettent la pression. Mais Zidane, faut savoir qu'il est hermétique à tout ça, c'est-à-dire que lui, son objectif, c'est de faire gagner le Real sur le terrain. Zidane, on dit toujours oui, est-ce qu'il partira, il va être viré, il sera pas viré du Real Madrid. Jamais. Zidane partira du Real Madrid Exactement. quand lui aura décidé qu'il partira. Donc cette soi-disant pression, cette soi-disant mauvaise entente avec Florentino Pérez n'existe pas. Mais c'est les médias espagnols, ils aiment bien créer des histoires, C'est ça. télé-réalité. Il faut de la romance un peu. Hein, ils aiment bien Marca, ils aiment bien envoyer, piquer. C'est ça. Pour finir, il s'est dit que Mauricio Pochettino était dans les plans de Florentino Pérez et qu'il n'a pas pu l'avoir parce que le PSG avait pris le dessus sur ce dossier-là. Bah, ça, après, c'est des articles comme c'est ça. le Disport, c'est-à-dire. Je pose la question à vous deux. Après, oui, c'est une brèche. Enfin, parce qu'on sait que Florentino Pérez, il est, on va pas dire fan, mais il apprécie le style. Le jeu offensif, ouais, tout exactement, le style mais Pochettino. moi, je pense que de toute façon, dans tous les cas, Pochettino, tu lui mets n'importe quel club aujourd'hui. Enfin, avant, imaginons pour la situation qu'on n'a pas encore de club. Dans tous les cas, il prend le PSG. Parce que moi, je trouve que pour évoluer dans une certaine structure, je pense que le PSG aujourd'hui, ils sont en meilleure santé que. Je parle pas forcément du terrain, mais là, ils vont un peu mieux parce que du coup, ils ont changé d'entraîneur. Mais je veux dire de manière générale, quand tu vois le Barça qui est malade, le Real qui est malade, d'autres grands clubs qui sont malades, le PSG, je trouve, c'est comme les prolongations de Neymar et Mbappé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ailleurs? Enfin, là, en tout cas, aujourd'hui. Là. Alors, actuellement, Pour moi, en plus, avec la crise et tout, je pense que c'est bien qu'il reste tranquille, tout ça. Et c'est pour ça que, pour moi, Pochettino, il n'y avait pas d'autre débat. Il devait aller au PSG. Et par rapport à son attachement, le fait qu'il ait joué là-bas aussi. Et d'ailleurs, je m'étais jamais posé la question si Pochettino pouvait aller au Real Madrid. Et comme on parle de la confiance que Pérez a envers Zidane, justement, j'ai même pas pensé à un éventuel remplacement. Donc pour vous, pour finir, le Real de Madrid, candidat au titre ou... Moi, je dis qu'il faut pas enterrer le Real. Alors, ce sera très difficile, comme je l'ai dit. Il faut pas les enterrer, ça va être difficile. Faudra pas perdre de deux matchs. Il faudra vraiment s'accrocher derrière l'Atlético. C'est pas impossible. On verra bien, mais c'est pas impossible. Bah, comme j'ai dit au début, je pense que c'est mort. Après, c'est juste accrocher la deuxième place par rapport au Barça parce qu'ils sont pas si loin. Ouais, et donc c'est juste ça l'objectif en fait finalement. Et on voit bien que le Barça il revient quand même de rien. C'est ça, ils étaient très très loin. Mais on dit pas, on demande pas au Real Madrid de ne pas se battre parce que tout est possible. Ils se prennent pas 20 points dans la tronche non plus. Hein. mais voilà, ce que je veux dire c'est que le minimum c'est au moins d'être deuxième. C'est tout ce qu'on demande, je pense. Bah, n'hésitez pas à réagir pour vous si le Real de Madrid est toujours candidat au titre. Et puis voilà. Alors, passons de l'Espagne, la chaleur espagnole, au froid anglais. On va vers Londres et Chelsea. Comme vous le savez, Lampard a été viré. Et maintenant, c'est Tourelle, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui va entraîner Chelsea. Qu'attendre de Thomas Tuchel qui, après 1 mois et 3 jours, a déjà trouvé un club. C'est rare de voir un entraîneur qui enchaîne un club comme ça. Normalement, il prend, on va dire, une année sabbatique, comme on dit. Comme Laurent Blanc qui prend 3 ou 4 ans de pause. Bon, lui, il est allé au Qatar. Mais Tourelle, il se relance dans un défi, ça veut dire qu'il a faim. Et qu'attendre de lui dans cette équipe de Chelsea qui est 8e au classement? Déjà, c'est surprenant de voir Tuchel si vite renommé à la tête d'une équipe. Hein. Dans la journée de lundi, Lampard qui était viré. Et dans la même journée, quelques heures après, Tuchel qui prenait les commandes. Surtout quand on sait comment il était bougon après être parti du Paris Saint-Germain. Je cite, il a passé un Noël de merde. Il était, si on s'en tient à ses déclarations, on pensait justement, Valentin, qu'il allait reprendre un peu de temps pour lui. Mais bon, c'est pas le cas. Maintenant, ce qu'on peut attendre de Tuchel à Chelsea, pardon, j'allais dire au Paris Saint-Germain, mais c'est une histoire... c'est ça, c'est un peu une histoire ancienne. Bah, on va attendre quoi? On va attendre déjà qu'ils remettent un peu Chelsea sur les bons rails, hein, si on peut se permettre. On va attendre aussi qu'il ramène enfin sa patte
qu'on la voit comme il a pu le faire quand il était en Allemagne, qui est de l'impact physique, que Qui Chelsea, remonte le Tourelle c'est qu'il ça, était avant, en fait. exactement, que Chelsea joue. On attend du jeu aussi dans cette équipe de Chelsea, qui en plus n'est pas négligeable. Hein. Il y a quand même un Ouais, il y bel a des bons effectif joueurs, hein. Ouais. à Chelsea. Donc on attend qu'il mette sa patte et qu'il impulse quelque chose dans cette équipe de Chelsea. Voilà. Tourelle, Euh, qu'est-ce qu'il peut apporter à Chelsea? J'allais dire Paris Saint-Germain aussi. C'est ça. Et, On est encore dans le passé. décidément, c'est une vraie habitude. Parce que c'est vrai que Tourelle, on l'a vu sur la fin, qui était un peu lassé. On avait l'impression qu'il avait même plus envie d'entendre parler de football. Ah, totalement. Et on se dit, par rapport à ce qu'il pouvait montrer déjà au début de son aventure parisienne et avec d'autres clubs, tout ce qu'il pouvait montrer sur le fait que tactiquement, il ressemblait beaucoup à Guardiola. Il avait son identité, sa philosophie de jeu. Il l'a perdu en chemin parce que le Paris Saint-Germain a tout perdu en termes d'identité. clairement. Est-ce que avec Chelsea, il peut retrouver ça? Déjà individuellement, parlons déjà de lui au lieu de parler du collectif. Bah déjà, pour commencer, il va falloir qu'il remette des joueurs dans le sens de la marche pour certains. Après, moi, je pense plus que pour Thomas Tuchel, comme vous avez dit, on est surpris qu'il ait repris un club aussi vite, mais je pense que c'était déjà programmé déjà même quand Je il était au pense aussi. PSG. En fait, à mon avis, déjà à la fin du PSG, on voit comment ça se passe. Le mec, il est déjà tourné sur autre chose. Après, c'est un Allemand. On sait que les Allemands, c'est des très gros techniciens. Ils s'arrêtent jamais de travailler, ces mecs-là. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il ait repris un club aussi vite. Maintenant, Chelsea, oui, je suis un peu surpris qu'il ait repris Chelsea, d'avoir fait virer Parce Lampard. que là, on parlait, j'avais entendu dire que Hansi Flick pouvait être pas limogé parce que lui se retirait lui et partirait peut-être à la sélection allemande. C'est ça. Et avant le Paris Saint-Germain, on avait entendu dire que Tourelle pouvait entraîner le Bayern Munich et devait entraîner le Bayern Munich. Exactement. Du coup, peut-être qu'il aurait dû attendre la fin de la saison pour. Je sais pas si c'est un rêve pour lui, mais en tout cas, ça colle bien. Tourelle et le Bayern Munich. Et finalement, il a pas attendu, il s'est jeté sur l'occasion. Bah, pour moi, c'est plus la présidence. Abramovich, je pense il avait plus de patience avec Lampard. Je pense qu'il avait misé beaucoup sur Lampard, un ancien du club, l'emblème de Chelsea. Ouais, on a plus de tolérance envers un ancien du Exactement. club. Et on a pu voir qu'en fait, carrément pas. Il n'a pas hésité à le limoger, prendre Tuchel. Mais tu penses pas justement, c'est que quand on voit une équipe comme ça fait individuellement, on va dire, toutes les recrues qu'il y a eu l'été dernier, elle fait partie, sur le papier en tout cas, des meilleures équipes. Et c'est exactement. étonnant de les voir huitièmes. Mais après, faut pas oublier, le départ d'Hazard leur a fait du mal aussi. Pour moi, le départ d'Hazard, je trouve qu'il leur a fait un petit peu de mal. Est-ce que c'est pas juste le fait que on peut forcément avoir des grands joueurs dans une équipe, on peut mettre les meilleurs joueurs à tous les postes et pas forcément bien jouer. Bah, c'est ça le problème, Et c'est donc, que c'était peut-être l'entraîneur le problème. Là, peut-être. pour le coup, je te rejoins parce que quand on parle strictement du papier, je le disais, hein, Chelsea, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est c'est un bon effectif dans la globalité. Après, peut-être que effectivement, le message de Lampard ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas cette harmonie de jeu, il n'y avait pas cette harmonie entre l'entraîneur et les joueurs. Mais là où interviendra peut-être Tuchel, c'est dans ça. On sait qu'au Paris Saint-Germain, parce que c'est son club précédent et que forcément on est obligé de faire quelques liens, il avait un peu les mains liées avec Leonardo, il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait, et dans la fin, forcément, ça s'est gâté entre les joueurs et lui. Donc là, à Chelsea, il arrive, je dirais pas en terrain conquis, mais en tout cas, je dirais en terrain un peu plus neutre. Donc forcément, il aura cette aisance de faire un peu ce qu'il voudra de l'effectif, de redevenir le Tuchel qu'on connaissait en Allemagne, de redevenir un peu ce technicien allemand qui ramène du jeu, qui insuffle quelque chose à cette équipe-là. Et peut-être là, alors, qu'on pourra voir que Tuchel, finalement, c'était pas si mal que ça. Et est-ce qu'on peut faire du coup un petit focus sur Lampard, parce que j'aurais dû en parler en premier finalement, sur son bilan en tout cas, et puis on s'attardera sur cette équipe de Chelsea, qu'est-ce qu'elle peut attendre d'ici la fin de la saison. Lampard, si tu peux m'afficher du coup le bilan de Lampard, le bilan global, et puis après on regardera le bilan de cette saison. En tout cas, j'ai pas les statistiques parce que c'est assez petit, mais en tout cas vous pouvez le voir, j'ai pu voir à certaines reprises, c'est pas un bilan pour un club comme Chelsea, c'est pas un bilan très très positif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On se dit, voilà, c'est une première expérience, on a des anciennes légendes
qui commence avec des petits clubs entre guillemets comme Rooney avec Derby County, comme Arteta qui a commencé entraîneur adjoint, donc il n'était pas directement entraîneur principal. Il y a plein d'exemples comme ça. Et Xavi qui préfère être au Qatar au lieu de directement se lancer dans la grande aventure barcelonaise. Est-ce que Lampard il s'est directement mis dans le grand bain et c'était trop difficile pour lui justement? Bah justement, tu as souligné quelque chose d'important. C'est très, c'est très, très, comment dire. Il n'est pas Zidane qui veut. Hein. C'est ça le. Mais en fait, truc, surtout. tu l'as très bien souligné. Il y a des joueurs comme Thierry Henry, ils sont pas arrivés tout de suite. Ils n'ont pas pris des gros clubs directs. À part Zidane, mais même Zidane. Hein. Zidane, il était à la Castilla. Il n'a pas commencé tout de suite. Et on voit bien que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir entraîner directement des gros clubs. On a pu voir même dans le passé. Michel Platini, ça lui a limité. On a vu Maradona aussi avec la sélection argentine. Ça montre clairement finalement que c'est pas parce qu'on prend une légende, comme par exemple c'était le cas de Zidane, comme tu as dit, qui a une aura et qui inspire quelque chose, une certaine motivation, et on se dit ok, ça suffit, il a peut-être pas de schéma tactique mais ça suffit. Finalement ça veut absolument rien dire, il y a pas de cause à effet. J'ai cité Maradona, légende du football, et pourtant avec la sélection argentine c'était pas top du tout. Donc non, il n'y a pas directement de cause à effet, et l'effet contraire, Mourinho c'était pas the joueur non plus, pourtant c'est the special one. Il y a pas de formule, il y a pas de vérité. Non, il y a pas de vérité absolue. Un grand entraîneur n'était pas forcément une légende du football, et vice versa, contrairement à ce que tout le monde peut dire, ou en tout cas la majorité des gens peuvent dire. Pour dire tu voulais rebondir dessus. Ouais, je voulais rebondir un tout petit peu dessus. Moi je trouve que c'est une erreur de la direction de Abramovich d'avoir voulu prendre Lampard. Après je comprends, c'est l'emblème du club. Il s'est dit que peut-être lui va pouvoir transcender certains joueurs, pouvoir faire passer un message avec une technique de jeu, tout ça, et on a bien vu que c'était ça. Justement, il fallait attendre et laisser le désir se faire et dire ouais, on va peut-être avoir Lampard, on va peut-être avoir Terry en entraîneur, mais c'est pas pour maintenant. C'est comme pour Thiago Motta au PSG, on se dit voilà, tous les Parisiens rêvent de Motta entraîneur. Fallait laisser faire ses gammes avant, et ensuite se jeter dans le grand bain. Tu l'as cité, on a Xavi Hernandez au FC Barcelone. Il devait reprendre, je crois que c'était Quique Sétienne, et ensuite non, il a dit non les gars, je préfère rester au Qatar, je me mouille pas trop pour l'instant, j'entraîne, je fais mes gammes, et peut-être que on va voir si Laporta revient, peut-être qu'il sera dans sa petite sacoche. Pour moi, comme j'ai dit, il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas d'effet absolu maintenant. Je peux comprendre que quand on est Chelsea, quand on veut revenir sur le devant de la scène, on a besoin d'une figure emblématique. Et quoi de mieux que Lampard quand même pour être l'entraîneur et la figure emblématique de Chelsea. Donc je peux comprendre cette obsession de vouloir remettre un grand nom à la tête de l'équipe. Donc du coup, c'est raté pour ce mélange Lampard et Chelsea. Et finalement, cette saison, pour ce qui reste en tout cas, on voit que la Première Ligue, c'est le championnat le plus serré en tout cas, que ça soit en haut de classement, mais aussi finalement, là où Chelsea se situe, on voit aussi Chelsea est 8e, Arsenal est 9e, ça se joue très très bien. Ils ont 20 journées, il y a d'autres équipes qui ont 18, 19, donc c'est assez aléatoire, mais comme on a pu voir, ils sont quand même à 5 points du 4e au classement, donc finalement ils sont pas si loin, et peut-être que si ça prend, en tout cas avec Tourelle, Chelsea peut peut-être rêver d'une place qualificative en Ligue des Champions, au moins au mieux. Il peut peut-être rêver une place qualificative en Ligue des Champions. Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué. Il y a des équipes plus. Parce que c'est les 4 premières places. Ouais, là, il a 5 points. On voit bien Manchester City. Ouais, on voit bien City, United. Même les 10 petits clubs. Leicester. Ouais, même Leicester. Regarde, Leicester, ils lâchent pas leur 3e place. Bon, déjà, ça va se battre pour les 3 premières entre City, United et City, United et Leicester. Il y a Liverpool en embuscade, même si Liverpool n'est plus trop le Liverpool des saisons. La 4e, elle jouera entre Tottenham et Liverpool. Il y a Tottenham aussi. Ouais. C'est là, cette saison, la Première Ligue, faut y aller, quoi. Si Chelsea ils arrivent à accrocher une place Europa League, leur saison pour moi sera sauvée. Au moins ils auront accroché une place. Ouais, ça sera pas mal. Pourtant il y avait une période où vers octobre-novembre ça commençait à prendre. On se dit début de saison c'était compliqué, le collectif devait se roder en tout cas, il se cherchait parce qu'on s'est dit c'est quand même des gros joueurs. Il y a Thiago Silva, il y a Ziyech, il y a tellement de joueurs qui sont compétents. Il y a Timo Werner et en octobre-novembre on a vu quelques résultats. On s'est dit c'est intéressant et ils sont retombés dans leur travers.
Alors peut-être Boxing Day, peut-être décembre, l'hiver. Mais on s'est dit ça, excuse-moi, je te coupe, Valentin, on s'est dit ça quand on a vu la phase de poule de Chelsea. On a dit waouh, enfin on revoit Chelsea sur la scène européenne. Peut-être que cette année Chelsea ira loin. Ça nous fait plaisir moi je vous ai dit dans les émissions précédentes, moi j'aime bien les belles histoires, je suis une romantique du football. Waouh, Chelsea revient, les Blues, etc. Et après, plus de son, plus de lumière. Donc on a un peu rêvé et après le soufflet est retombé malheureusement. Mais là, pour Thomas Tuchel, où je pense qu'il va avoir plus de facilité qu'au PSG, c'est que tu l'as très bien dit. Il n'y aura pas de directeur sportif, c'est lui le manager général. Donc, il va faire à sa façon. Il voudra recruter les joueurs qu'il voudra, soit qu'on lui dise non, prends ce joueur-là ou prends un tel. Donc, je pense déjà dans le fonctionnement de travail, il va être plus apaisé déjà. Et il retrouve Thiago Silva. Et il retrouve Thiago, exactement. Donc, dernière question, est-ce que Tourelle, c'est un projet à long terme avec Chelsea ou c'est pas un projet à long terme? À long terme, déjà on verra à la fin de la saison ce que ça va donner. S'ils arrivent à accrocher une place qualificative pour les européennes, pour Ligue Europa ou Ligue des Champions, ou Ligue des Champions. Et ensuite de là, on pourra peut-être voir s'il pourra signer une saison ou remplir une saison et demie de plus comme on fait actuellement de saison et demie pour les entraîneurs. En plus, c'est quoi son contrat? Je crois qu'il n'a pas signé sur 2 ans. Je crois qu'il a signé 1 an. C'est rare maintenant qu'ils c'est ça, il a signé 1 an avec prolongation. C'est le football moderne qui veut ça, c'est que maintenant on est sur du court terme. C'est ça, 2 ans et demi maximum. C'est pour ça que je pose la question justement. Donc voilà, sur ce sujet Chelsea, je pense qu'on a fait le tour de ce bilan du passage de Lampard à Chelsea et puis de cette arrivée de Thomas Tuchel qui n'a pas tardé à retrouver un nouveau club. Maintenant, on débarque à Marseille pour parler de la tension qui monte dans le vestiaire des Marseillais. De retour dans la dernière partie de Critique Foot. Et on va revenir en Ligue 1. On va revenir du côté de l'Hexagone avec l'Olympique de Marseille. Alors ça chauffe du côté de l'Olympique de Marseille. Dans les vestiaires, on a eu des déclarations de Thauvin. On a eu André Villas-Boas qui menaçait de démissionner en début de semaine. Du côté de la bonne mère, là, ça va plus. Rien ne va plus. C'est vrai que j'ai l'impression que Villas-Boas, il fait un peu du Tourelle dans ses déclarations. Donc déjà ça passe par là et puis bon après Henri Héroux, j'ai pas énormément de respect pour lui parce que en vrai en fait il connaît rien au foot. Vraiment la vérité c'est ce qu'on disait par rapport à l'état de la Ligue 1 la semaine dernière, c'est que à partir du moment où tu t'engages un type, en tout cas les propriétaires engagent un type qui ne connaît rien au foot, comment tu peux espérer que ce soit sportivement ou dans tous les domaines ça aille bien? C'est pas possible. Et voilà, après il arrive en patron, il te lâche une déclaration pour recadrer les troupes, je sais pas quoi. Enfin, je suis désolé, si ça se passe comme ça, c'est aussi en partie à cause de lui, du management. Et pour revenir aussi parce que si on parle de Marseille, les tensions, tout ça, c'est aussi par rapport à Payet et Thauvin, je suppose. Payet, d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il reste à Marseille, enfin pourquoi il est toujours à Marseille, parce que au vu de ses performances cette saison, lui qui est décrit comme le leader technique de l'équipe et qui demande une revalorisation salariale, c'est lui qui demande qu'on revalorise son contrat. C'est quand même incroyable. C'est encore s'il jouait bien, je veux bien, mais là non. En plus, du coup, il manque de respect à ses coéquipiers. Et je suis désolé. C'était en mai 2020 et il demande à ses coéquipiers, il contacte tous ses coéquipiers pour ne pas baisser le salaire en cas de crise. C'est-à-dire, après, il va nous dire, moi, je mouille le maillot de Marseille. Moi, je suis là pour Marseille, je vais mouiller le maillot. Et après, il dit, je peux pas baisser mon salaire. C'est ça. Non, on recontextualise un petit peu. Quand, lors de la crise du Covid-19, on a demandé aux joueurs de baisser et de revaloriser leur salaire à la baisse. Et Dimitri Payet était en tête de front en disant non, moi je ne veux pas baisser mon salaire. Justement, là on parle de salaire. Ce que Thauvin reproche à Dimitri Payet, c'est d'avoir renégocié derrière le dos des joueurs. Pourquoi lui reprocher ça finalement? Parce que après on n'est pas à leur place, on n'est pas dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille pour savoir exactement les tensions, mais si c'est bien par rapport à ça, moi je trouve légitime la gueulante de Florian Thauvin. Après tout, Dimitri Payet, on lui a offert un contrat, mais c'est même pas XXL, c'est en or. Le mec, il en a rien à foutre, il touche ses 400 000 par mois. Le mec, il en a plus rien à foutre. On le voit bien, le mec, il fait même plus attention à son hygiène de vie. Il est arrogant, on le voit bien même sur le terrain. On disait ça aussi de Dimitri Payet la saison dernière, mais quand même, il a porté l'Olympique de Marseille avec Mandanda à bout de bras. Mais ces dernières années, c'est vrai que
En fait, je pense que On peut lui taper dessus, mais on peut aussi lui il a reconnaître ça. il a tout le mérite d'avoir été en tout cas un bon joueur de foot. Il peut l'être en tout cas encore aujourd'hui parce que il n'a pas 40 ans non plus. S'il se donne les moyens, évidemment qu'il sera bon sur le terrain. En 2016, il a fait un Euro incroyable. Oui, ouais, c'est clair. 2018, il emmène Marseille en finale de Ligue Europa. Enfin, il l'emmène. Mais ça remonte trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, maintenant, il s'appuie trop sur son passé pour dire je suis un bon joueur. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut prouver. Sinon, tu pars. En fait, il a un statut, moi qui me dérange un peu. C'est pas son statut de cadre, mais pour moi, à mes yeux, il montre pas que c'est un cadre. Bon, ce qui le sauve, c'est sa technique, sa faculté à avoir la vision de jeu. Tout ça, c'est ça qui le sauve. Mais on voit bien qu'il agace autour de lui. Et après, bon, là, on parle de Thauvin et Payet, du clash et tout. Mais moi, j'ai envie de redire que tout ça, là, c'est un peu aussi de la faute de Hérault et de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, je comprends pas qu'il puisse faire des déclarations en public au lieu de couvrir ses joueurs. Ce qui reste dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. On va parler d'André Villas-Boas dans 2 minutes. Mais juste, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être ça vient de la direction, tout ça, parce qu'on reproche beaucoup de choses à Dimitri Payet, mais finalement, est-ce qu'il a l'effectif autour de lui pour faire quelque chose? On le voit cette saison, on va le voir à l'écran, l'Olympique de Marseille, c'est quand même 6e au classement et 22 buts encaissés. Mais le problème, c'est que Marseille, ils peuvent recruter n'importe quel joueur, et j'ai l'impression que ça prend pas, quoi. Non, mais c'est fou. En fait, dire il est mal accompagné ou il doit être mieux accompagné, il y a quand même... D'ailleurs, si je dois louer quelque chose, c'est que Longoria, le directeur sportif de Marseille, fait un travail remarquable cet hiver. Milik qui est arrivé, et je pense que ça peut être très bon coup s'il est en forme. S'il est en forme, évidemment. Je crois qu'il, par rapport à son genou, il y a une interrogation. C'est ça, il a été blessé au genou, il a eu du mal à revenir de blessure. Il n'a pas joué avec le Napoli depuis le mois d'août, le 22 à peu près. Donc s'il revient en forme, ça peut être quand même une très très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Donc après, c'est pas une question d'individualité de joueurs bons ou pas bons, parce que Marseille, en tout cas, quand on voit sur le papier, ils ont quand même les moyens de faire quelque chose, en tout cas en Ligue 1, parce qu'on n'est pas dans un championnat on n'est pas dans un championnat, on va pas prendre des exemples d'autres championnats qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus élevés en termes de performance, mais voilà, être 6e avec l'équipe que Marseille a, et puis Villas-Boas, c'est quand même un entraîneur qui dans le passé a fait de bonnes choses. Je pense qu'en fait Marseille est victime de son propre environnement. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a tellement de pression, et c'est tellement... Il y a aussi du laisser-aller, parce que je pense que dans le vestiaire marseillais, c'est... Payet en est le symbole, les Amavi, tout ça, c'est... on a l'impression qu'ils ne sont pas là pour gagner, quoi. Ils ont la tête ailleurs. Et je pense qu'il manque de la détermination, de l'envie de gagner. Et à Marseille, ça fait des années que c'est le cas. C'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des années que c'est le cas. Tu parlais d'André Villas-Boas, justement, Fala. Il a un problème avec tout le monde, André Villas-Boas. Il a un problème avec nos confrères de la Provence, il a un problème avec les journalistes, il a un problème un peu avec tout le monde. Il est un peu de mauvaise foi, je me le permets, en conférence de presse, finalement. André Villas-Boas, est-ce qu'il n'est pas juste de mauvaise foi? Mais en fait, moi, bizarrement, sa communication me fait penser un peu à celle de Tourelle sur la fin de Tourelle. Il remettait la faute sur les journalistes qui lui tapaient dessus, qu'on ne le laissait pas travailler tranquillement. Et Villas-Boas, bizarrement, il fait exactement la même chose. Et on voit bien là depuis 2 mois, il remet la faute soit sur ses joueurs, mais il ne se remet jamais en question. Si, il se remet en question, oui, c'est de ma faute, j'ai fait... Mais tu ne te remets pas dans le fond de ta gestion, de ton management, en fait. Il a bien trouvé des... De toute façon, aucun entraîneur ne va dire ouais, enfin, ça existe, mais dire ouais, c'est totalement ma faute, machin et tout. Ça existe en tout cas, mais de la part de Villas-Boas, je l'ai pas vu. Lui, on le sait, il est très 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 fort en communication. Très, très fort. En général, les entraîneurs, ce qu'ils font, leur boulot, c'est ils attendent la conférence de presse d'après-match. Et ils savent que c'est là leur boulot. En dehors de préparer un match, c'est que leur boulot aussi principal, c'est de préparer la conférence de presse et savoir rebondir. Alors, entre la fin du match et la conférence de presse, là, il faut être bon en fonction du résultat. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça, en fait. Villas-Boas, quand il fait ses réactions, c'est à chaud. Et je pense qu'il ne prend pas assez de recul. Pourtant, c'est un excellent tacticien. Il a entraîné certains clubs. Il a quand même réussi. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait, ce mec-là. Il n'a pas la faculté de pouvoir reculer dans ses analyses d'après-match, d'arriver en conférence de presse et d'être objectif. C'est peut-être une stratégie à adopter de sa part, un peu la mauvaise foi pour que ce soit l'arbre qui cache la forêt et finalement qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Si c'est pour piquer des joueurs et les faire sortir d'un confort,
Je suis d'accord. Mais on voit bien que là, c'est pas. Il est sur leur Parce que même, on a vu, en général, les équipes se reboostent quand ils sont en crise. C'est clair. Là, je sais plus c'était contre quelle équipe. Je crois que c'était il y a Monaco, mais avant Monaco, je sais plus. Nîmes, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, à un moment donné, c'est qu'on les attendait au tournant et ils sont toujours pas là. Et en fait, moi, je pensais qu'ils allaient être mobilisés, ils allaient faire quelque chose. En fait, rien. Et là, en plus, on apprend qu'il y a des tensions dans le vestiaire. Il y a rien qui va, en fait. Et je pense que Villas-Boas, ailleurs, il peut réussir. Mais à Marseille, je crois qu'il faut remettre en place aussi en contexte et se dire que c'est un environnement hyper compliqué. Et quand tu vas jouer à Marseille, même si c'est pas l'Olympique de Marseille d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, c'est toujours compliqué de jouer à Marseille. On les attendait au tournant, justement. Brièvement, les 3 prochains matchs, c'est Rennes, on le voit à l'écran, le 30 janvier, Lens, le 3 février à l'extérieur, même si extérieur et domicile, ça veut plus dire grand-chose maintenant, et le Paris Saint-Germain, le 7 février. Donc finalement, Valentin, cette équipe peut sombrer quasiment dans une crise mais c'est fou parce totale. qu'en fait là on voit Rennes qui est quand même une belle équipe cette saison et depuis les dernières années en tout cas avec un projet solide, c'est ça. Et Lens qui est une des surprises de cette saison. Cette saison ça joue bien à Lens. Qui joue remarquablement, qui joue très très bien en tout cas. Ouais. J'ai voulu dire un mot mais j'ai pas réussi parce que voilà. Et du coup j'ai dit autre chose. Et sinon le PSG on présente pas. Et du coup très compliqué ce calendrier. C'est comme on disait pour le Real Madrid. Ils sont en difficulté, on leur souhaite pas d'avoir un mauvais calendrier. Là, Marseille, ils sont en crise et en plus, ils vont devoir affronter 3 bonnes équipes de Ligue 1. Donc c'est pas. Mais c'est ça, je le rappelle, Fala, Rennes, Lens, PSG successivement. Donc Marseille, finalement, là, ça peut être le tournant de la saison. On baisse les rideaux et on y va. Ah bah là, faut super faire attention parce que là, comme vous avez dit, là, il y a 3 matchs qui les attendent et c'est 3-4 matchs très très importants. Mais j'ai envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de... Pour moi, ça pose problème, les recrutements. Moi, quand tu es à l'Olympique de Marseille, Paris, Lyon aussi maintenant, tu peux pas recruter n'importe quel joueur. Tu dois avoir des joueurs qui ont le caractère pour pouvoir jouer. Moi, ce qui me fait plaisir avec Milik, c'est que le mec, il est déjà imprégné de l'identité marseillaise. Il sait déjà où il est arrivé. Mais le problème, c'est comme tout, c'est que tu peux individuellement avoir une certaine détermination. Ouais. Quand tu arrives dans un environnement... même inconsciemment, c'est comme Buffon qui fait une bourde contre United. Le PSG, on sait que ils ont toujours été bloqués dans une certaine phase en Ligue des Champions. Et même Buffon, on le retrouve dans ce cadre-là. C'est que en fait, l'atmosphère d'un club, c'est très compliqué en fait. Faut juste. C'est pour ça que je veux revenir encore sur ce point-là, c'est qu'à Marseille comme au PSG, tu peux pas faire venir n'importe qui là-bas. Parce qu'il y a tu peux être bon comme tu veux, mais il faut avoir le mental. Exactement, et on voit bien surtout à Marseille. Et surtout à Marseille. Et c'est pour ça que je souligne le travail de Pablo Longoria avec le recrutement de Milik. Pour moi, Milik, ça va être un peu compliqué pour cette saison. Mais si l'année prochaine, Marseille met en œuvre tout pour créer une belle équipe, Milik, pour moi, il va faire très... C'est un buteur incroyable. Et moi, il va faire très, très mal pour moi. À condition qu'il ait des ballons. Parce que là, encore une fois de plus, je ne sais pas comment il va avoir les ballons. Là, ça va être le problème des Marseillais. Comment ils vont lui donner les ballons. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les attaquants, ils sont en pénurie de ballons. En tout cas, on suit et on suivra et on continuera de suivre cette équipe de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Et nous, on se retrouve jeudi prochain. À bientôt.